Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la question du corps. Alors, on va parler du corps, mais je vais commencer par vous raconter un tout petit peu ma vie. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Le 15 décembre dernier, je prenais place dans le public de la Grande Halle de la Villette pour assister au dernier spectacle de la chorégraphe Florentina Holzinger, une chorégraphe autrichienne qui aime bien faire voler les ballerines sur des motos suspendues au plafond, comme ça, dans les airs. Et le spectacle commençait avec ces mots. Today, I will teach you how to govern your bodies. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à gouverner vos corps. Question très intéressante, honnêtement, le spectacle aurait pu s'arrêter là, les rideaux auraient pu se refermer et on aurait déjà eu pas mal à débriefer pour le reste de la soirée. Peut-on gouverner nos corps? Qui le fait parfois à notre place? Qui nous aide à le faire? Pourquoi cherche-t-on à le faire? Autant de questions qui, selon nous, contiennent les enjeux liés au corps à l'heure de cette journée de conférence. Alors, quand on entend gouverner son corps, qu'est-ce qu'on entend? On entend se libérer d'obligations ou d'interdictions morales liées au corps. On entend aussi en déterminer l'alignement avec son identité profonde. Et dans un monde idéal, on entend avoir la possibilité de choisir par nous-mêmes la façon dont on en utilise ou pas les capacités reproductives. Et en l'occurrence, 2023, c'était quoi? C'était déjà la première année à s'écouler entièrement depuis l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade par la Cour suprême des États-Unis. C'était aussi une année pendant laquelle le Parlement iranien n'a cessé de durcir les sanctions à l'encontre des femmes qui ne respectaient pas le code vestimentaire imposé par le régime. Et en France, souvenez-vous, c'était l'année de l'interdiction de l'abaya à l'école. C'était aussi l'année de la remise du rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie au président de la République qui traite, entre autres, de suicide assisté et d'euthanasie. En voilà des thèmes qui traitent de la gouvernance de son propre corps s'il en est. C'était aussi l'année du feu vert du Sénat pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La loi est promise pour 2024. Évidemment, on s'attend à quelques péripéties d'ici là, péripéties qui ont par ailleurs déjà commencé. Et en parlant de 2024, on commence l'année sous le signe du réarmement démographique au Lakers. Donc, on le voit bien, le corps est un endroit, un lieu de lutte de pouvoir comme les autres, jusque dans les plus hautes instances législatives. On légifère, on contrôle, mais on ouvre aussi les possibles corporels et la reconnaissance de leur légitimité. Côté marché, là non plus, le sujet ne faiblit pas. On a un marché du corps et des industries du corps, donc la beauté, la santé, le bien-être, toutes ces industries-là qui vont croissant malgré une économie qui, elle, a une conjoncture plus ou moins compliquée. En effet, on est sur un marché qui se trouve à plus de 1800 milliards de dollars actuellement et dont on estime que la croissance devrait se trouver entre 5 à 10% par an pour au moins les 10 prochaines années. Et il y a une bonne raison pour laquelle les industries du corps connaissent un peu moins la crise que les autres. C'est parce qu'entretenir un corps performant, ou en tout cas un corps qui a l'air performant, c'est se donner les moyens de rester dans la course sociale, dans la course amoureuse, et même, certains sociologues le montrent, dans la course professionnelle. Alors, on gère nos corps comme de petites entreprises qui doivent rester compétitives. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Zineb Fassi qui a sorti ce livre, Le Yoga, Nouvel esprit du capitalisme, qui a eu l'effet d'une petite bombe dans le monde du bien-être quand il est paru en mars dernier. Mais tout compte fait, cette attitude, on peut la comprendre. En réalité, autour de nous, tout est de plus en plus imprévisible. Et dans ce cadre-là, le corps est l'encre, il est le refuge, il est ce sur quoi on peut tenter de prendre la main dans ce grand bazar qui nous entoure. Face à la hausse constante du nombre de cancers, de controverses alimentaires, sanitaires, s'il y a bien une chose que l'on peut maîtriser, c'est bien ce qu'on fait de son corps, à défaut, par exemple, d'avoir la main sur la qualité de l'air qui nous entoure. Tout ça pour dire que même dans un contexte économique tendu, on ne renonce pas à investir dans son corps, voire on investit d'autant plus la question. Certains chercheurs appellent ça l'effet rouge à lèvres, mais on pourrait aussi parler d'effet skincare ou d'effet muscu. Et en l'occurrence, l'effet muscu est bien présent.
On a vu cette année l'explosion de l'intérêt pour des pratiques de fitness de plus en plus millimétrées et de plus en plus axées sur la fonctionnalité du corps. On appelle ça le fitness fonctionnel et il se concentre sur la stabilité, la mobilité, la coordination, mais aussi sur les bénéfices cognitifs qu'on en retire. Autant de compétences utiles au bien vivre au quotidien et autant de compétences utiles pour maximiser son autonomie le plus longtemps possible. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à entendre la petite musique qui se joue en fond. Et quand on entend gouverner son corps, du coup, on comprend qu'on entend aussi en contrôler le vieillissement, le poids, la taille, la fécondité, le mesurer, le cadrer dans la poursuite d'un objectif en particulier. Sauf que cette question du pouvoir sur le corps et de à quel point on peut prendre le pouvoir sur le corps pose aussi la question du savoir. Pour mettre les mains dans le cambouis et pour mettre les mains dans la machine, il vaut mieux savoir comment elle fonctionne, sinon c'est un tout petit peu risqué. Et en l'occurrence, on n'est pas tous logés à la même enseigne en ce qui concerne la connaissance de nos corps, et en l'occurrence pas toutes logées à la même enseigne en ce qui concerne la connaissance de nos corps. C'est ce que raconte Stacy Sims, qui est cette athlète et biologiste néo-zélandaise, qui dit en gros: si on soigne aussi mal les corps menstrués, c'est parce qu'on ne les connaît pas bien, c'est parce qu'ils sont sous-représentés dans les cohortes scientifiques et dans les études qu'on mène sur le corps. Donc son projet, à elle, est aussi simple qu'ambitieux: étudier les spécificités des corps dits féminins, surtout d'un point de vue nutritionnel et sportif, pour en transmettre ensuite le pouvoir et le savoir aux principales concernées qui pourront par la suite adapter leurs habitudes et leur mode de vie au fonctionnement réel de leur corps. Alors, la conséquence de tout ça, ce sont des marchés qui se développent comme celui du cycle thinking, qui propose d'adapter son mode de vie aux phases du cycle menstruel, mais la nouvelle ruée vers l'or en ce moment, c'est celle qui concerne la ménopause. On serait en plein ménopause gold rush selon les mots du New York Times, avec de plus en plus de marques qui proposent d'accompagner les femmes pendant ce moment de reconfiguration hormonale, de reconfiguration corporelle, qui change aussi pas mal la donne en termes de sensation du corps. Si on doit donner un seul exemple de marque dans ce domaine, on peut citer la marque créée par Naomi Watts, qui s'appelle Stripes, et qui propose non seulement des soins pour le corps, mais aussi un espace en ligne pour échanger entre personnes qui traversent la ménopause et pour échanger ses expériences et potentiellement des tips à ce sujet. Et c'est normal, hein, si le marché est aussi enthousiaste à l'idée de la ménopause, c'est parce que dans une société qui vieillit, mécaniquement et naturellement, la part de femmes de plus de 50 ans augmente année après année. Résultat, le marché des produits dédiés à la ménopause devrait passer de 15 milliards en 2021 à 24 milliards en 2030. Cette croissance, elle sera surtout portée, en tout cas ce sont les analyses qui sont faites aujourd'hui, par la croissance des compléments alimentaires, et ça n'est pas anodin, puisque ça veut dire que tout ce qu'on ingère ou ce qu'on n'ingère pas, et on aura l'occasion de revenir dessus pendant la table ronde, fait désormais complètement partie des réflexions qui sont menées sur le bien-être. Alors, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, ce sont des manières de prendre soin de son corps, de travailler son corps, de le modeler par des habitudes, par des choses qui vont montrer des effets au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais attention, ça ne veut pas dire que les solutions faciles et rapides sont délaissées. Bien au contraire, le marché des injections ne s'est jamais aussi bien porté et il continuera de bien se porter puisqu'il est soutenu par une population de plus en plus jeune. Aujourd'hui, les 18-34 ans ont plus recours à la médecine esthétique et aux injections que les traditionnels 50-60 ans qui sont la patientèle traditionnelle, habituelle des cabinets de médecine esthétique. Mais s'il y a une seule injection dont on doit parler quand on parle du corps en 2024, c'est celle-ci, dont on fait la publicité dans le métro new-yorkais, l'injection de GLP-1. Autrement dit, l'injection d'Ozempic. Ozempic, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament, c'est un antidiabétique qui peut désormais être prescrit aux États-Unis pour la perte de poids. Le principe est simple, il s'injecte à raison d'une fois par semaine et il limite les hormones naturelles du corps pour permettre d'atteindre un sentiment, une sensation de satiété plus rapidement et donc manger moins. Le médicament
a fait la une du New York Magazine en février dernier. Et depuis, les rumeurs racontent que les demandes de doggy bag ne font qu'augmenter et qu'on organiserait même des Olympic Parties pour s'injecter la molécule en bonne compagnie. Mais évidemment, qui dit perte de poids rapide, dit visage creusé, traits tirés. Mais l'industrie a une solution toute trouvée, pas de panique, la solution est là, des injections pour remédier à l'Ozempic face, qui est ce visage traditionnel et caractéristique d'une personne qui prend le traitement. Alors raconté comme ça, on pourrait avoir l'impression que ce phénomène ne concerne que quelques happy few hollywoodiens et qui n'arriveraient pas jusqu'à nous, mais détrompez-vous, le médicament est bel et bien de plus en plus prescrit aux États-Unis et on devrait bientôt en voir apparaître une forme sous forme de comprimé. Le comprimé, évidemment, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup moins impressionnant que l'injection, donc on peut s'attendre à voir cette courbe continuer d'augmenter dans les prochaines années. C'est tout ça qui fait dire à Scott Galloway, qui est reconnu comme l'un des meilleurs profs de marketing au monde, que 2024 pourrait être l'année de la perte de poids, avec des répercussions a priori inattendues dans tous les domaines de l'économie. Et on va finir là-dessus. Par exemple, on peut prendre le phénomène et le calcul suivant, qui est le calcul d'une grande banque américaine, qui s'est posé la question de combien de litres de kérosène une compagnie aérienne pourrait économiser si tous ses passagers étaient sous Ozempic, donc si tous ces passagers pesaient moins lourd. En termes de répercussions dans tous les secteurs de l'économie, on en est déjà là. Alors qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Moi, je vous propose de retenir que, alors que tous les yeux sont braqués sur l'IA, donc une forme d'intelligence désincarnée, les humains se replient sur ce qu'ils ont que précisément l'IA n'a pas, un corps. Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas en train d'essayer de prendre le contrôle de notre corps pour mieux supporter l'imprévisibilité et la compétitivité accrue du monde qui nous entoure? Pour en parler, j'ai réuni mon meilleur trio que j'invite à me rejoindre sur scène avec Valentine Pétry, Daphné Or et Jean-Marc Lemaître. Bonjour, bienvenue à tous les trois. On va commencer par les présentations. Valentine Pétry, vous êtes journaliste beauté depuis une quinzaine d'années. On peut vous lire dans le Elle, Libération, Harper's Bazaar, Grazia et j'en passe. Et on peut aussi vous lire aux éditions Les Pérégrines en plongeant dans votre ouvrage paru cette année intitulé Make-up, le maquillage mis à nu. Dans ce livre, vous nous racontez comment le maquillage met en lumière nos obsessions, nos peurs et nos désirs liés au corps. On y reviendra. Jean-Marc Lemaître, vous êtes biologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Vous co-dirigez également l'Institut de recherche et de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier. Depuis 2006, vous vous intéressez aux mécanismes du vieillissement et surtout aux façons de le contrer. Parce que selon vous, on a aujourd'hui assez de connaissances sur le vieillissement pour passer à l'étape suivante, le rajeunissement. C'est ce que vous nous racontez dans votre ouvrage « Guérir la vieillesse ». Daphné Or, vous êtes directrice de la prospective culturelle chez Pernod Ricard. Votre métier, comprendre et anticiper les évolutions de la convivialité, des formes qu'elle prend et des pratiques qu'elle convoque. Au cœur des transformations de la convivialité, évidemment l'alcool, mais pas que. Vos recherches montrent que nos corps jouent un rôle central dans la façon de faire lien les uns les unes avec les autres. Alors, Valentine, je me tourne vers vous pour commencer. L'une des premières bascules que vous pointez du doigt dans votre ouvrage, c'est la montée de l'industrie de la wellness qui offre toute une panoplie de disciplines visant à améliorer le corps et l'esprit. La question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui se cache pour vous derrière ce besoin d'amélioration, on pourrait presque dire d'optimisation constant du corps et de l'esprit? Bonjour. Déjà, c'est vrai que je parle de l'industrie de la wellness qui a explosé en France depuis les 20 dernières années. Mais à mon avis, c'est quelque chose de plus long. On peut penser par exemple à l'explosion des salles de gym en France qui a explosé même avant les années 2000. Je pense que la wellness, depuis 20 ans, elle nous a vendu que le bien est beau, tout simplement. C'est-à-dire que si on prend bien soin de soi, bien soin de sa santé, bien soin de ses organes, bien soin de son estomac, on va être beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, surtout puisqu'évidemment c'est plutôt aux femmes qu'on s'adresse, avec évidemment l'explosion des compléments alimentaires pour détoxifier son foie. Une fois qu'on détoxifie son foie, on va avoir une belle peau, en nous vendant que si on est en bonne santé, si on fait bien des exercices, si on optimise sa santé,
on va être beaucoup plus beau. Donc il y a vraiment un lien qui a été fait, une confusion entre la beauté et la santé. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur Ozempic, c'est l'illustration parfaite que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens prennent un médicament et se rendent littéralement malades pour être plus beaux. Donc on arrive quand même, à mon avis, à une sorte de point de tension en fait, entre cette idée que le beau est bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit maintenant que cette idée, elle a infusé tous les temps de notre vie. C'est-à-dire que dès qu'on est, presque notre corps devient un projet. C'est pas notre lieu d'habitation, c'est pas juste notre corps, c'est quelque chose qu'on va modifier tout de suite. Dans mon livre, je prends l'exemple des petites filles auxquelles on donne du faux maquillage avant même qu'elles sachent parler, pour bien leur faire comprendre qu'elles ont la possibilité de changer leur apparence avant même justement qu'elles puissent communiquer avec les autres. Et comme vous le disiez, ça atteint maintenant tous les stades de la vie. On parle notamment des règles, du postpartum ou de la ménopause. Et tout ça, c'est évidemment permis parce qu'on est à une époque où on peut modifier notre apparence d'une manière plus drastique et de mille et une manières. Je pense que dans l'histoire, on n'a jamais eu autant de manières de modifier notre corps. Avec évidemment, et ça je pense que vous allez en parler mieux que moi, la médecine qui comprend de mieux en mieux les mécanismes du vieillissement. Et l'idée qu'on va finalement ne plus être simplement pas malade, mais qu'on va optimiser notre santé pour être dans la meilleure santé possible et devenir la fameuse meilleure version de nous-mêmes, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, mais qui est toujours ce qu'on nous vend. Et tout ça se fait quand même dans un contexte où le projet est toujours un projet individuel, où chacun est responsable de son propre corps, dans un contexte où l'accès à la médecine est de plus en plus compliqué pour avoir simplement des soins de base. Du coup, ça pose quand même la question de on va tous pouvoir modifier notre corps jusqu'à ses moindres recoins, mais justement, on ne va pas pouvoir tous le faire. Qui va pouvoir le faire? Et pour moi, voilà, c'est un point de tension actuel, c'est l'accès à justement toutes ces technologies. Ce que vous racontez en creux, et on l'entend, c'est qu'on est de plus en plus dans une logique de prévention par rapport au corps et aussi par rapport à la notion de beauté. Et ça tombe bien, on est bien entouré aujourd'hui avec Jean-Marc Lemaître. Vous étudiez le rajeunissement cellulaire avec un objectif qui est clair, faire rajeunir nos cellules. Dans votre livre « Guérir la vieillesse », vous racontez que vos recherches ont d'abord fait sourire vos pairs. Alors, je vous pose la question. Aujourd'hui, vous avez des résultats qui sont concluants. Pourquoi le rajeunissement de l'organisme est-il un enjeu majeur selon vous? Alors, oui, effectivement, depuis 2006, je travaille avec mon équipe sur le rajeunissement. L'hypothèse de départ était que si nous vieillissons, c'est parce que nos cellules vieillissent, et que comprendre comment elles vieillissent, c'était probablement trouver les clés d'éviter qu'elles s'endommagent avec le temps. Et quelques hypothèses de départ, que finalement, probablement, nos cellules se déprogramment avec le temps. On programme nos cellules pendant le développement embryonnaire. Et oui, dès qu'on est, effectivement, notre corps devient un programme pratiquement et enclenche le programme du vieillissement. Et on voit que petit à petit, eh bien, tout ce qui a été programmé pendant notre développement s'effiloche un petit peu. C'est-à-dire que nos gènes s'expriment un peu moins bien. On a une physiologie de notre cellule qui est moins réactive, qui répond moins bien au stress, etc. Et on sait pourquoi aujourd'hui. On sait que, eh bien, on a des petites marques qui sont, comme vous savez, comme des interrupteurs qui sont devant nos gènes, et puis qui s'effilochent un petit peu avec le temps, un peu comme chez vous, vous allumez la lumière X fois avec l'interrupteur, et puis ça commence à grésiller un petit peu, et puis on voit un peu moins bien, etc. Les gènes, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ça fonctionne moins bien. Et on sait que ces petits interrupteurs, aujourd'hui, on peut les reprogrammer. Donc, ils se déprogramment, on les reprogramme. Et avec mon équipe, effectivement, en 2011, on a montré qu'on pouvait les reprogrammer et que, eh bien, à partir de cellules de centenaire, on pouvait en faire des cellules de bébés et donc rajeunir des cellules. Alors, comment ça fonctionne, la reprogrammation cellulaire? Si vous deviez nous expliquer, vulgariser le fonctionnement de... Ouais. Alors, en fait, quand on a démarré ce projet,
une équipe japonaise, la même année, a montré qu'on pouvait réverser l'identité d'une cellule. Ce qui voulait dire, eh bien, on part d'une cellule de peau, on la dédifférencie avec un cocktail de facteurs. À l'époque, 4 facteurs décrits, donc très peu. Et on en fait l'équivalent d'une cellule souche embryonnaire avec toutes ses capacités d'auto-renouvellement infini, mais aussi de se redifférencier dans n'importe quel type de cellule. Vous partez d'une cellule de peau, vous refaites une cellule cardiaque. Et donc, c'était un enjeu, ça a ouvert un champ énorme de la médecine régénératrice, qu'on travaille justement dans mon institut. Mais ce monsieur Yamanaka, il a aussi montré avec d'autres personnes, 6 laboratoires, en fait, que la sénescence, le vieillissement, c'était un frein et même une barrière pour utiliser cette technologie. Donc on a, nous, montré que ce n'était pas le cas. On a modifié ce fameux cocktail et avec 6 facteurs au lieu de 4, eh bien, on a pu reprogrammer les cellules centenaires, des cellules sénescentes, vieillissantes à l'état ultime de leur vieillissement, les reprogrammer et faire des cellules de bébé. Et l'intérêt, c'est donc de guérir la vieillesse que vous considérez comme étant la maladie princeps. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion-là ? C'est bien ça. En fait, lorsqu'on regarde les marques qu'on peut suivre au niveau de notre vieillissement cellulaire, on sait maintenant qu'il y a entre 9 et 12 marques très précises qu'on peut suivre qui nous permettent d'évaluer où on en est de notre vieillissement. On peut même le mesurer dans le sang avec une simple prise de sang. En tout cas, ça se fait dans les laboratoires. Pas encore chez votre médecin, mais ça nous dit à quel moment de notre vieillissement on est. Et donc, avec ces marques, eh bien, on peut regarder si, lorsqu'on est malade de vieillissement, c'est-à-dire lorsqu'on a du diabète, de l'ostéoporose, de l'arthrose, toutes ces maladies neurodégénératives, si ces marques ne sont pas là et si ce ne sont pas des dénominateurs communs. Et le fait est que si. Et il y en a 2 en particulier qu'on travaille dans mon laboratoire, donc la déprogrammation de notre génome, qu'on peut reprogrammer, et puis un état particulier de la cellule qui est la sénescence cellulaire. Quand une cellule est endommagée, soit elle se détruit, soit elle rentre dans un état de sénescence. Et puis normalement, notre système immunitaire est capable de les détruire tout au long de notre vie, parce qu'on fait de la sénescence tout au long de notre vie, hein, mais ça ne laisse pas trop de traces. Mais quand on vieillit, eh bien, notre système fonctionne moins bien et ces cellules s'accumulent. Donc en fait, il y a 2 marques qui sont probablement 2 grandes clés du vieillissement, la sénescence et la déprogrammation de notre génome. Et lorsqu'on cible ces marques, c'est-à-dire qu'on détruit les cellules sénescentes, eh bien on gagne 30% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement. Lorsqu'on reprogramme toutes les cellules d'un animal vieillissant, eh bien, même chose, 30% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement. Et ça, nous l'avons montré très récemment. On a publié ces résultats en 2022. Donc, vous voyez. Donc maintenant, ça veut dire que finalement, avec ces 2 marques-là qui sont des dénominateurs communs du vieillissement de nos cellules, si on les traite avant que les maladies n'apparaissent, eh bien, on a l'objectif d'éradiquer les pathologies liées à l'âge. Donc finalement, c'est la vieillesse, c'est le vieillissement de nos cellules qui serait la mère des maladies. Et les maladies qu'on connaît n'en seraient que les conséquences. Donc typiquement, traiter le vieillissement, c'est probablement la solution pour vieillir le plus longtemps possible en bonne santé et en plus jeune, puisqu'on évite que nos tissus s'altèrent avec le temps. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt en termes de santé publique. Et je suis obligée de vous poser la question, Daphné Or, nous sommes en plein Dry January. On sait que la consommation d'alcool est globalement en baisse. Comment vous l'expliquez ? Et est-ce qu'elle est le fait d'une génération qui ne souhaite plus du tout altérer son état physique et mental et justement rentrer dans une logique de prévention ou avec un intérêt plus prononcé pour la santé ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette baisse de consommation ? Alors c'est vrai je pense qu'on en est tous là en attendant que les propositions que vous développez soient sur le marché. On est tous dans des logiques de prévention en effet. Donc en fait aujourd'hui, il y a 50% de la population mondiale qui ne boit pas d'alcool. Déjà. Donc, pour différentes raisons d'ailleurs, la santé bien entendu, mais en fait, il y a beaucoup de raisons différentes. Donc, pour des raisons économiques,
clairement, c'est cher de consommer de l'alcool. Donc voilà, c'est un vrai choix économique et compte tenu du contexte actuel, c'est un choix que beaucoup de gens doivent faire pour des raisons réglementaires aussi, parce que dans certains pays, c'est interdit et que l'âge de consommation d'alcool est déterminé, comment on peut acheter de l'alcool, etc. Mais concrètement aussi, une des raisons que je trouve particulièrement intéressante, c'est finalement cette stigmatisation sociale que l'on voit voilà, à travers notre société, qui est liée à des habitudes de consommation peut-être un peu déraisonnables ou dans une quête d'hédonisme un peu trop prononcée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que consommer gras, boire des boissons trop sucrées, être un peu en surpoids, c'est quand même stigmatisé. Et dans ce cadre-là, la consommation d'alcool est également stigmatisée. Donc nous, on parle d'une sorte d'aseptisation de nos sociétés. Finalement, des styles de vie de plus en plus clean deviennent aussi de plus en plus aspirationnels. Mais la raison ultime et la plus forte, c'est en effet cette recherche de santé, de réussir à maintenir sa santé le plus longtemps possible et donc d'être dans des logiques de prévention dans ce cadre-là. Nous, on le voit, par exemple en France, la consommation d'alcool a été divisée par 2 entre 1960 et aujourd'hui, donc c'est colossal. Nos habitudes de consommation ont évolué, oui, on ne boit plus au déjeuner, mais aussi ça a un impact sur nos modes de socialisation. Concrètement, avant, en terminant le travail, on allait boire un verre avec nos collègues, s'ils étaient sympas. Voilà. Aujourd'hui, clairement, les gens vont au club de sport, ils vont à leur cours de pilates, de dynamo. Donc voilà, même sur les modalités même de socialisation, on voit que cette aspiration a un impact quotidien et très concret. Et ça, donc, c'est une tendance de fond qui est vraiment transgénérationnelle, mais qui, c'est vrai, est vraiment accélérée par les générations Z, qui sont celles qui sont le plus sensibles à ces enjeux de santé, pour différentes raisons, hein, mais notamment, c'est vrai que c'est quand même la génération qui a grandi aussi avec le Covid, dans un contexte de polycrise ou de permacrise, hein, voilà, en fonction de comment on se positionne, et qui va être vraiment dans une recherche de réassurance et aussi une recherche de plus grand contrôle, parce que finalement, ils ont très peu de prise, on a tous très peu de prise sur le monde qui nous entoure, et les éléments sur lesquels on peut avoir le plus de contrôle, c'est la santé de notre corps et la santé de notre esprit. Et une recherche de performance aussi. Vous me racontiez que la consommation se déplace vers d'autres types de drogues, notamment pour améliorer la performance. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit au sein des générations Z, c'est que par exemple, l'usage des drogues récréationnelles décroît. Alors que l'usage des drogues qui vont être vraiment sur de la recherche de performance cognitive, etc., là, ces drogues-là explosent. Donc vraiment des attitudes assez contradictoires, je dois dire, mais en tout cas une vraie quête de maîtrise, de contrôle et de performance. Et un des autres aspects, un des autres changements culturels que vous constatez dans votre travail au quotidien, c'est un intérêt croissant pour la question de la sensorialité, notamment dans nos façons de faire la fête, en parlant de drogue. Donc j'ai envie de vous poser la question, comment le lâcher-prise a évolué ces dernières années? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans vos recherches? Déjà, on a tous besoin de lâcher prise à un moment donné, encore plus, encore une fois, encore plus aujourd'hui avec le contexte géopolitique, économique, etc. Et ce qu'on voit, c'est que le besoin de lâcher prise, il est très fort. En revanche, les modalités pour le faire ont évolué. Donc, on le disait, la consommation d'alcool diminue en Europe notamment. D'ailleurs, il y a des pays où ça continue à se développer, puisqu'on parle d'émancipation des femmes, elles sortent de la sphère domestique, etc., peuvent sortir avec leurs amis et donc consommer un verre à cette occasion. Mais j'ai oublié votre question. Mais vous remarquez un intérêt accru pour la sensorialité. Pour la sensorialité, exactement. Notamment dans l'univers de la fête. C'est là que j'allais. Ouais. Normalement, la nuit, c'est un espace et un moment de liberté.
Avec l'avènement des réseaux sociaux, on s'est quand même rendu compte que cet espace qui était historiquement plutôt obscur, privé, etc., il devenait de plus en plus public. Donc même les occasions de lâcher prise, en fait, elles ont diminué de ce fait. Et donc les modalités ont évolué, comme je le disais, et donc on voit une émergence d'une sorte de ce que nous on a appelé une hypersensorialité, donc vraiment une recherche d'une stimulation sensorielle, une stimulation de tous nos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, et vraiment de plus en plus de jeunes qui recherchent des expériences de plus en plus immersives, donc comme un moyen de voyager, de s'échapper de cette réalité très difficile. On voit un contre-mouvement par rapport à ça. On voit aussi une explosion, un retour de la culture rave, donc avec son esthétique un peu dirty and sweaty, un peu brute, et justement pas du tout polissée, où là on a envie de retourner dans dans des modalités de lâcher prise où on peut être totalement libre en fait, grâce à la musique notamment. Valentine Pétry, cette attitude, cette question de la sensorialité accrue et de la jouissance de soi un peu plus lente que ce dont on avait l'habitude jusqu'à présent, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans les discours contemporains autour du vieillissement, notamment du vieillissement féminin et de la question de la ménopause. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce marché ? Et quelle philosophie sous-tend, selon vous, les discours des offres qui sont adressées aux femmes concernées par la ménopause ? Je pense que le marché est en train d'exploser, comme vous l'avez dit, notamment grâce à la fameuse libération de la parole des femmes sur le sujet. Je pense que j'avais jamais entendu parler de périménopause avant encore 4 ans, et je ne savais pas quels étaient les symptômes il y a encore 4 ans non plus. Donc il y a à la fois un mouvement sociétal très important, mais qu'on a vu aussi lors justement de la libération de la parole sur les règles ou sur le postpartum, avec la spécificité dans la ménopause que la réponse qu'on donne aux femmes d'un point de vue médical est quand même toujours la même, c'est-à-dire que les traitements n'ont pas énormément changé. Il s'agit d'un traitement hormonal avec tout un discours autour qui, on va dire, accroît la défiance des femmes vis-à-vis de ce traitement. Mais en tout cas, ce qu'on raconte aux femmes autour, c'est encore une fois, tu vas prendre ces compléments alimentaires parce que tu vas te sentir mieux, mais aussi fais attention à toujours rester désirable. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, on sent que le discours qu'on raconte aux femmes et sur la ménopause et sur aussi leur physique, est un discours qui, finalement, raconte aux femmes qu'il faut sauver les meubles à tout prix. Moi, j'interviewe pas mal de femmes qui sont souvent des top modèles, qui ont environ 40, 50, 60 ans. Et la première chose qu'elles me disent, c'est « Ah, mais vous savez, moi, je sais pas trop quoi faire, j'en fais pas beaucoup, je suis pas très experte en beauté. » Et puis ensuite, on passe 45 minutes parce qu'elles me racontent tout ce qu'elles font sur leur corps. Et pourtant, elles ont l'impression qu'elles n'en font pas beaucoup. C'est-à-dire que, et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est à la fois, je vais me teindre les sourcils parce que mes sourcils deviennent plus clairs, et aussi, je vais faire du pilate de manière moins intense parce que je me rends compte que mes os sont plus fragiles. Donc il y a à la fois un discours santé, un discours beauté, qui est aussi entretenu par l'industrie, mais aussi, il me semble que parfois ces discours se confondent un peu quand on voit par exemple les recommandations du GEMVI, qui est l'organisme des gynécologues qui fait un peu autorité en France sur le sujet. Il y a évidemment des conseils de nutrition avec le fameux régime méditerranéen, mais il y a aussi tout autour de ça beaucoup de coachs sportifs, etc., qui vont donner des conseils surtout pour ne pas grossir, pour ne pas que la silhouette change. Donc on est vraiment dans un discours sur à la fois il faut absolument que vous vous sentez bien, mais à la fois il faut surtout que vous soyez désirable à chaque moment de votre vie. Donc pour moi, c'est à la fois une libération de la parole et quelque part, tant mieux. On attend que la même chose se passe sur l'andropause.
Mais à la fois, c'est pas du tout une libération des femmes, à mon sens, puisque ce qu'on raconte, c'est que à partir du moment où on est une femme, on doit penser à son corps, du moment où on est jusqu'à sa mort, finalement. Alors que peut-être qu'une idée de la liberté, ce serait justement d'avoir des moments où on a le droit de ne pas penser à son corps et à ce à quoi on ressemble. Donc on voit que derrière, il y a quand même la question de l'efficacité, avec très peu de laisser-aller, très peu de lâcher-prise. La question de l'efficacité, elle est très importante dans le domaine cosmétique. Et ces dernières semaines, le champ a été un peu secoué avec ce qu'on pourrait appeler le Guerlain Gate. Guerlain qui a lancé sa crème quantique qui serait capable de restaurer la lumière quantique des cellules. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Lemaître. Vous êtes biologiste. Votre travail est sérieux, vous êtes reconnu par vos pairs. Alors déjà, j'aimerais bien avoir votre regard de scientifique sur de telles propositions et sur le marché du rajeunissement aujourd'hui. Et dans un second temps, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on peut s'attendre en termes de mise sur le marché de vos innovations et vos découvertes scientifiques ? Alors, vous l'avez dit, je suis biologiste, je ne suis pas physicien. Donc, alors peut-être que les gens qui font de la cosmétique chez Guerlain sont à la fois biologistes et physiciens, mais voilà, peut-être qu'il y a un effet marketing qui a été important dans le cas de cette annonce. Après, la mécanique quantique, oui, c'est basé sur des ondes. Il y a de la biologie quantique qui existe, hein, où on essaie de voir l'effet de la lumière sur nos cellules. Donc ça, il y a des laboratoires sérieux qui travaillent dans le domaine. Mais dans ces compositions cosmétiques, en tout cas chez Guerlain, je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Donc tant qu'on ne me donne pas la constitution, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Peut-être que c'est efficace, mais là, c'est une découverte révolutionnaire. Et alors, vous, qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors nous, ce qu'on prépare, c'est que on essaie de rester strictement dans la science et dans la biologie. Et quand je le fais avec éventuellement des programmes en lien avec de la médecine esthétique ou bien avec de la cosmétique, à la base, c'est la science. Donc, je veux des démonstrations scientifiques de l'efficacité. Donc, on a effectivement monté une start-up pour à la fois essayer d'aboutir à un injectable avec nos facteurs de reprogrammation. Et pourquoi on l'a fait on a commencé à le faire sur la peau ? Parce que c'est un organe qui est accessible. Et donc, si on veut rajeunir un tissu et voir l'effet, si vous le faites spécifiquement sur un organe, il faut pouvoir aller biopsier et regarder ce qui se passe pour avoir une efficacité, la non-toxicité. Enfin, tout ça, c'est aller vers un essai clinique en bonne et due forme pour essayer de montrer si ce qu'on a observé sur des cellules, sur des modèles animaux, eh bien, on peut le transposer à l'homme. Donc ça, c'est un enjeu de mon laboratoire et la société qui en a découlé. Et puis à côté, on a un axe cosmétique aussi. Et cet axe cosmétique, on essaie de regarder, justement, on regarde toutes ces marques du vieillissement. Et on regarde dans quelle mesure, eh bien, quand on me propose, via une société cosmétique, des produits, eh bien, on teste leur efficacité, aussi bien sur des modèles cellulaires, mais en plus, on le fait aussi sur des explants de peau, puisqu'on travaille sur des biopsies de peau, et on regarde l'effet sur ces biopsies. Et ensuite, souvent, ces boîtes de cosmétiques mettent en place un essai clinique, c'est-à-dire qu'ils traitent des personnes. Et puis, quand on a la possibilité de récupérer les morceaux de peau pour aller voir l'efficacité, eh bien on le fait à nouveau en bonne et due forme. Par exemple, vous savez, quand vous faites une opération de chirurgie esthétique qui est la blépharoplastie, vous savez, quand les paupières tombent un peu, on vous opère, on vous retire le morceau. Et bien, quand on fait un essai clinique, par exemple, sur les paupières, avec de la cosmétique, on peut très bien mettre pendant 2 mois un produit cosmétique que vous avez validé in vitro sur des explants. Vous récupérez le morceau de peau et vous regardez si effectivement il y a eu une efficacité, un œil traité, un œil non traité. Donc la base, c'est quand même la science. Après, moi, je ne connais pas toutes les sociétés de cosmétiques. Il y en a peut-être qui ne se basent pas sur la science. En tout cas, moi, avec celles avec lesquelles je travaille, à chaque fois, on fait de la science. Voilà.
Alors, on a beaucoup parlé du contrôle, de la maîtrise du corps, et je vous propose de terminer cette discussion, cette table ronde, avec une petite ouverture. Daphné Or, dans votre travail d'analyse et d'anticipation, vous identifiez un beau pied de nez justement au self-control ambiant, qui est le plaisir et la question du plaisir. Quelle nouvelle forme prend-il, et à votre avis, pourquoi a-t-il une place de choix dans nos vies aujourd'hui ? Oui, j'allais dire, et le plaisir dans tout ça, en effet. En fait, en effet, comme vous le disiez, on voit des contre-tendances, pas mal de contre-tendances par rapport à tous les phénomènes dont on a parlé aujourd'hui. Récemment, j'étais en Corée, au Japon, pour une recherche, et justement, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, découvert beaucoup de marques qui vendaient des aliments très gras, très sucrés, etc. Et on a vu une vraie explosion et un vrai retour de ces goûts-là. Donc, je pense au beurre, aux bonbons, aux sucettes, etc. Donc, vraiment, là, on n'est pas du tout dans des modes de consommation, comme on l'a dit, comme on les appelait avant, d'hédonisme conscient, n'est-ce pas? Mais justement, une recherche de plaisir quasiment coupable, en tout cas qui était considéré comme coupable historiquement pour des bonnes raisons, hein, les calories, etc. Voilà, ce sont des très bonnes raisons. Prévention des maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas? Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit un vrai retour quand même d'une recherche de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette recherche de plaisir qui n'est pas nouvelle, hein, qui est ancrée en chacun d'entre nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, cette recherche de plaisir, elle vient se réinventer et casser justement ce dont on parlait plus tôt. Donc, elle vient se réinventer, non pas dans la provocation ou la recherche de codes contradictoires et en rupture avec la société, mais finalement dans une approche quasiment régressive. Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de bonbons et d'aliments un peu régressifs comme ça qui font référence à notre enfance, parce qu'on voit beaucoup de kidult, voilà, de tendance kidult autour de tout ça. Et encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a besoin de tellement de réassurance en ce moment, tellement de réconfort aussi, hein. Ça se retrouve certes dans les goûts et les aliments que l'on consomme, mais aussi dans les esthétiques que l'on recherche, hein. La couleur de l'année, c'est le peach fuzz, il me semble, défini par Pantone. Donc voilà, on est vraiment dans des teintes très proches de celle-là, très pastel, etc. Parce qu'on cherche de la réassurance. Donc sur la... Il n'y a qu'un pas finalement entre la quête de plaisir pour se rassurer. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que cette quête de plaisir, elle devient une manière de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Donc, on parle de self-indulgence as self-care. Voilà, concrètement, on a tous vécu ces soirées jogging chaussettes, burger, n'est-ce pas? Mais voilà, on a besoin aussi de ces soupapes, de ces respirations, de ces échappatoires pour faire face à la réalité à laquelle on est confronté aussi. Mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais effectivement, se sentir bien dans son corps, c'est aussi un plaisir. Ça peut être un plaisir. Quand on a fait une séance de sport, on se sent voilà, très très bien après. Et donc il y a cette notion de plaisir aussi au travers tout un ensemble d'activités qui nous permettent de se sentir bien dans notre corps. Quand vous mangez léger, c'est pareil. On parlait du régime méditerranéen. Ben, typiquement, vous vous sentez bien dans votre corps. Donc la notion de plaisir, elle est là aussi. Ouais. Elle est aussi dans la quête de naturalité, par exemple, hein. Il y a plein de manières d'accéder à ce plaisir, et notamment la recherche d'ingrédients très naturels. Voilà, ça en fait partie également. Eh bien, je vous propose que ce plaisir soit le mot de la fin, et ça tombe bien puisqu'il est l'heure d'aller manger. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous remercie surtout tous les trois pour votre temps et votre participation.